Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un mécanisme naturel d'une puissance incroyable, d'une ingénierie absolument parfaite et pourtant totalement invisible à l'œil nu. On va parler de l'effet éponge de la nature. C'est une métaphore vraiment fascinante pour comprendre comment la Terre qui se trouve sous nos pieds agit, en fait, comme une infrastructure vitale pour gérer l'eau, prévenir les sécheresses dramatiques et même filtrer la pollution. Alors, le chiffre clé pour commencer, c'est 60%. Parce que souvent, on imagine que l'eau douce de notre planète, elle est stockée principalement dans les rivières, les grands lacs ou les énormes barrages artificiels. Mais pas du tout. 60% de toute l'eau de surface est en réalité stockée directement à l'intérieur du sol. La toute première réserve d'eau, ce n'est donc pas un fleuve majestueux, c'est littéralement la Terre elle-même. À condition bien sûr que sa structure lui permette de l'absorber. Et c'est exactement ce qui nous amène au concept des solutions fondées sur la nature. L'idée, ce n'est plus du tout de voir la nature comme un simple joli décor de fond, c'est de l'utiliser comme une technologie active. On s'inspire de la porosité complexe du sol et de la dynamique des écosystèmes pour résoudre nos problèmes modernes. C'est une ingénierie naturelle, hyper sophistiquée, qui nous permet de lutter concrètement contre le manque d'eau ou la pollution. Chapitre 1, le sol, l'éponge invisible. Quand on regarde à l'échelle microscopique, on observe un immense paradoxe historique pour les agriculteurs. Pendant des décennies, on leur a mis une pression monumentale avec une seule consigne, produire un maximum pour le moins cher possible. Mais aujourd'hui, nos attentes ont complètement changé. On leur demande de produire des aliments de qualité, de préserver les paysages et par-dessus le marché, de fournir des services écosystémiques vitaux comme garder l'eau dans les sols. C'est un virage à 180 degrés qui est extrêmement complexe à gérer sur le terrain. Du coup, comment on fait ça en pratique ? Eh bien, la réponse se trouve dans l'agriculture de conservation qui repose sur 3 piliers bien précis. D'abord, le zéro labour pour ne plus casser la structure de la terre. Ensuite, des cultures de couverture permanente pour protéger le sol. Et enfin, une rotation de cultures très diversifiée. Et le résultat est là. Ces techniques reconstruisent la porosité naturelle du sol et augmentent sa capacité à retenir l'eau de 5 à 10%. C'est énorme, c'est un bouclier fantastique contre l'érosion lors des gros orages. Chapitre 2. Le super pouvoir des zones humides. Pour bien comprendre à plus grande échelle, des chercheurs ont placé des capteurs, qu'on appelle des piézomètres, dans 42 zones humides différentes. Et les données montrent une chronologie fascinante. En hiver, la nappe phréatique est très haute. La Terre agit comme un tampon énorme qui absorbe les fortes pluies. Au printemps, le niveau commence à baisser doucement avec la chaleur. Et en été, la végétation pompe cette eau et la libère super lentement. En gros, la zone humide respire. Elle inspire l'eau en hiver et elle l'expire en été, ce qui sauve littéralement les cours d'eau pendant les sécheresses. Et cette respiration de la Terre nous amène à un véritable mystère scientifique. Imaginez une zone humide, au bord d'un fleuve, encerclée de champs en agriculture intensive. Les ruissellements sont gorgés de nitrates et de pesticides. Et pourtant, en plein milieu de tout ça, des scientifiques ont découvert une poche d'eau d'une propreté absolue. Aucune toxicité, zéro. Comment un tel miracle est-il possible au beau milieu d'un environnement aussi pollué ? La solution de l'énigme, c'est tout simplement de la magie microbienne. Ce n'est pas juste l'eau qui dilue la pollution, c'est le mouvement de l'eau. Le niveau qui monte et qui descend crée des cycles d'oxygénation suivis de cycles d'anoxie, c'est-à-dire sans aucun oxygène. Ces conditions extrêmes réveillent une véritable armée de microbes dans le sol qui se mettent à littéralement dévorer les molécules de carbone des pesticides et des nitrates. C'est une station d'épuration vivante, naturelle et redoutablement efficace. Chapitre 3. Le paradoxe de la restauration. Réparer la nature, ça réserve parfois de drôles de surprises. Prenons les tourbières par exemple, c'est un milieu qu'on connaît assez mal, ça ne couvre que 3% de la surface de la planète, et pourtant, si on compare avec une forêt, eh bien une forêt stocke jusqu'à 20 fois moins de carbone au mètre carré qu'une tourbière. C'est fou, non ? Les tourbières sont incontestablement nos meilleurs boucliers climatiques. Mais à une condition stricte, il faut qu'elles restent constamment gorgées d'eau. Et c'est là qu'on tombe sur un paradoxe complètement contre-intuitif. Quand on décide de remettre en eau une tourbière qui avait été asséchée par le passé, pendant les 4 à 5 premières années, l'écosystème va relarguer massivement du CO2 et du protoxyde d'azote dans l'air. C'est l'inverse de l'effet recherché. Mais en fait, la nature tousse un peu avant de guérir. Ce n'est qu'après cette période délicate que l'écosystème se stabilise et redevient le puits de carbone géant qu'il était. Ça demande donc une vraie vision à long terme. Chapitre 4. La nature face au béton. Pour voir ce que tout ça donne à l'échelle d'une société, le cas du lac Vert près de Lourdes est un exemple parfait. C'est un site qui a d'abord subi 30 ans d'extraction de gravier intensive. Ensuite, pendant 20 ans, on en a fait un grand parc aquatique en béton, jusqu'au jour où, en 2013, une crue destructrice a absolument tout ravagé. Sauf qu'au lieu de remettre du béton partout, on a pris une décision radicale.
On a tout enlevé pour rendre cet espace à la rivière et en faire une plaine inondable naturelle. Et débétonner un site pareil, c'est un travail de titan. Il a fallu retirer presque 5000 m² de piscines et de réseaux. On a dû relocaliser des habitations qui étaient beaucoup trop exposées. Le sol a été sculpté pour recréer différentes profondeurs et ramener de la biodiversité. Et surtout, les berges artificielles ont été rabaissées. L'idée, c'était d'accepter que la rivière déborde naturellement pour qu'elle puisse dissiper l'énergie des crues sans rien détruire. Bien sûr, face à des chantiers aussi massifs, il y a une question évidente qui se pose pour les décideurs et pour nous tous. Quelle est la véritable valeur économique de tout ça? Comment on justifie financièrement le fait de laisser la nature faire le travail à notre place? La réponse tient en un chiffre. 92 millions d'euros. C'est vertigineux. C'est la somme exacte des coûts qui sont évités chaque année juste sur le bassin du fleuve Èbre en Espagne. Et cette économie monumentale pour les finances publiques, elle est uniquement due à la filtration naturelle des nitrates par les zones humides. Si on devait construire et entretenir des usines de traitement d'eau pour faire le boulot que la nature fait gratuitement tous les jours, c'est ce que ça coûterait. Le truc très important à retenir de cette analyse, c'est qu'un beau projet de restauration isolé dans son coin, ce n'est pas suffisant. Pour avoir une vraie résilience face au changement climatique, il faut que ces projets s'additionnent et soient interconnectés à l'échelle de bassins fluviaux entiers. L'objectif, c'est de tisser un véritable réseau d'éponges sur tout le territoire pour freiner l'eau globalement tout en la laissant circuler. Et pour terminer, ça mène une réflexion de fond assez provocante. Si pour protéger nos villes en aval, on a besoin que les terres agricoles en amont servent de zone d'inondation, ne faut-il pas repenser entièrement notre système de solidarité? Est-ce que les villes et les entreprises qui bénéficient de cette protection ne devraient pas compenser financièrement les agriculteurs qui sacrifient leurs champs pour le bien commun? C'est le grand défi qui nous attend, aligner notre économie avec l'intelligence de la nature. Merci d'avoir suivi cette analyse et à très bientôt.